Merci à tous d'être là. Pour cette très poétique présentation. Je suis très sensible à la poésie, merci, et à l'humour. Je vais donc vous parler de quelque chose. Alors pour le coup, en plus, voilà, on commence un peu dans la joie. Je vais vous parler de quelque chose, alors peut-être un petit peu moins joyeux et dans un état d'esprit que j'assume, qui est aussi un peu ému. Alors j'espère que l'émotion ne me débordera pas trop. Ceux qui me connaissent déjà un peu savent que en fait, j'ai tendance pas mal à improviser, alors j'espère que l'improvisation ne sera pas trop fouillie. Et je vais, comme là aussi, souvent me baser le plus possible sur la clinique, sur les rencontres, puisque c'est finalement ça aussi qui fait de nous des psychanalystes. Je voudrais, juste pour commencer, je vais prendre une minute ou deux, je pensais initialement, et je vais le maintenir, dédier cette intervention à la mémoire de mon père. Parce que c'est ces jours-ci aussi la date à laquelle il est parti, et vu le sujet, vous allez comprendre pourquoi je veux le dédier à mon père. Et aussi parce que nul ne l'ignore, et que si je ne le dis pas maintenant, je sais que ça va me parasiter. Vous savez que l'actualité aujourd'hui dans certaines parties du monde est assez difficile. Et j'aimerais avoir aussi une pensée, puisque là aussi vous allez comprendre quand je vais commencer pourquoi je vais dire ça, avoir une pensée particulière pour les peuples, et je dis bien les peuples qui vivent en Israël. Et qui donc sont, pour certains, nos amis ou nos familles, et confrontés à des choses très difficiles aujourd'hui, en espérant voilà, qu'un peu de paix puisse descendre sur eux. Ceci étant dit, voilà le sujet d'aujourd'hui. Alors je vais vous le dire en hébreu et tout de suite après, rassurez-vous, en français. J'ai choisi, puisque le thème était la transmission, et que, alors Frédéric a parlé finalement, pour que j'actualise un peu ma présentation. J'ai fait aussi avec, à ma petite échelle, mon retour à Freud. Et mon retour à Freud, c'est aussi un retour finalement au texte biblique, avec la gageure d'essayer d'aller le regarder dans la langue originelle, en hébreu. Et on y trouve des choses passionnantes, notamment des choses en lien avec, encore une fois, les travaux de Freud, quel que soit ce que lui a fait de cet héritage. Et c'est sur cette base que transmission m'a beaucoup parlé, parce que c'est quelque chose, c'est un terme qu'on retrouve beaucoup, notamment dans le judaïsme dit rabbinique, puisque tout s'appuie là-dessus. Et le texte biblique lui-même s'appuie là-dessus avec, et ce sont les citations avec lesquelles je vais démarrer, deux versets. Le premier qui est Zachor et Yom Shabbat lekodsho, qui veut dire, alors polysémie, je vais essayer, rappelle-toi, ou souviens-toi, ou remémore-toi, voire même pour les plus audacieux, mais au masculin. Rappelle-toi donc le jour du repos, repos à entendre ici comme étant une cessation d'action, d'activité, pour le sanctifier, sachant que sanctifier renvoie aussi à la notion de consécration ou d'interdit, donc dans un autre terme de tabou. Ça, c'est la première phrase, avec ce terme Zachor, souviens-toi. La deuxième, Shamor et Yom HaShabbat lekodsho, ka'asher tzifcha Elohecha, Adonai Elohecha. Donc à nouveau, une polysémie, garde, mais garder au sens de surveiller, de conserver, voire de filtrer, le jour du repos, pour le sanctifier, car c'est ce que t'a ordonné ou légué ton Dieu. Et on peut aussi traduire cela par « c'est là l'ordonnance ou le legs de ton Dieu ». Ce qui est intéressant dans le sens, donc dans le contexte biblique, le sens de tout cela, c'est à la fois de rappeler la création du monde et les lois telles que le Créateur les aurait définies. Et ça, c'est ce qui va faire la base de ce que l'on appelle l'alliance, qui va être passée entre un peuple, qu'on va appeler les Juifs, et son Dieu. Si j'ai choisi de commencer avec ces versets, c'est parce que finalement, est-ce que ça ne ressemble pas peut-être un peu à ce qu'on peut avoir en psychanalyse? Est-ce que finalement, cet ensemble de lois, il ne pourrait pas ressembler un peu à une certaine définition du surmoi? Si on postule évidemment que le surmoi est l'ensemble des règles familiales, héritées, les interdits, qui vont nous construire, en tout cas construire une partie de nous et nous donner un repère pour conserver et garder, mais aussi un repère pour transgresser, puisque les cas dont je vais vous parler seront aussi des cas de transgression. Donc, au sens analytique, se souvenir et garder, eh bien, ça va nous parler de récit familial,
Ce récit familial peut nous parler, là aussi, de la création de la lignée, de l'histoire de ce groupe, et aussi à travers notamment le choix peut-être de notre prénom, ou l'implicite ou l'explicite de notre nom, raconter aussi quelque chose de notre histoire, mais aussi nous donner une charge, nous transmettre quelque chose, un héritage ou une mission, quelque chose dont auquel nous serions appelés à répondre, là encore, en l'acceptant ou en le refusant. La grande question que je vais poser ici, et je vais essayer de l'illustrer à travers 3 histoires, c'est que faire quand cette transmission est impossible, ou quand elle est remise en cause, et quels en seraient les enjeux. Et là encore, ceux et celles qui me connaissent un peu, notamment à travers les groupes cliniques, sauront que, avec plaisir, je ne travaillerai pas trop et je vais vite vous inviter, si vous en avez l'envie, à participer pour que ce soit aussi un échange entre nous. Alors je vais commencer avec la première histoire. La première histoire, c'est celle d'un homme que je vais appeler Thomas. Avec un petit jeu de mots, donc les chrétiens apprécieront s'il y en a dans la salle, puisque Thomas est celui qui croit ce qu'il voit. Il a comme ça un côté très pragmatique. Alors Thomas, il est dans cette posture. Je refuse cet héritage parce qu'il est trop cher payé. Thomas, il a des parents qui ont eux-mêmes un métier de transmission. Je vais dire pour faire large que c'est en lien avec l'enseignement. Et ce sont des personnes qui font partie de ces... alors ils sont français, a priori français, à ma connaissance. En tout cas, des gens qui ont des valeurs républicaines fortes. Et donc, à ce titre, beaucoup de convictions, ce sont des gens de milieu modeste, qui ont réussi à faire fructifier la voie, à la fois par leur travail, mais aussi, et c'est un détail intéressant pour comprendre aussi la posture de Thomas, des gens qui, à un moment donné, dans la lignée, il y a eu un coup de chance. Un coup de chance avec des terres qui ont pris de la valeur et qui, du coup, ont donné un certain avoir. Ce qui fait que ces gens-là, très travailleurs, sont aussi quand même partiellement des rentiers. Or, ces gens, pendant toute l'enfance de Thomas, vont lui dire, ainsi qu'au reste de sa fratrie, ils vont essayer de leur transmettre leurs valeurs, de les encourager à suivre le même chemin, et en même temps leur rappeler régulièrement que quand même, ils sont plutôt gâtés, ils ont plutôt de la chance. Et cette chose-là, eh bien, Thomas va la garder, et il va en avoir une très grande colère. C'est que quand il arrive, il va venir en analyse en disant voilà, j'ai quelque chose à régler avec ma mère principalement, je ne supporte plus cette femme qui sait tout, qui a toujours raison, qui ne se remet jamais en question. Et en même temps, très vite, on va s'apercevoir que le vrai problème de Thomas, c'est d'avoir des difficultés à s'affirmer justement face à cette femme. Parce que, et là aussi, je ne vais pas garder le suspense plus longtemps, puisque j'imagine que beaucoup d'entre vous ont déjà deviné, quand on a quelqu'un comme ça face à soi, eh bien, oser s'affirmer, c'est risquer son effondrement. Et ça, c'est quelque chose que Thomas, évidemment, ne veut pas risquer. Parce que malgré tout, il aime sa maman, on comprend. Donc c'est pris dans tout cela que Thomas arrive pour faire ce travail. Et récemment, nous allons arriver au cœur de notre sujet de ce matin, puisque Thomas va arriver un jour en me disant « Mes parents veulent absolument nous voir et je pense que c'est en lien avec la notion d'héritage. » Alors il ne sait pas, on ne sait pas si c'est parce qu'il y a une urgence, on ne sait pas si c'est parce qu'ils sont très prévoyants. Mais en tout cas, ce qu'il sait, qu'il me dit tout de suite, c'est « Mais vous savez, leur héritage, moi je n'en veux pas, je ne le prendrai pas, je le refuse. » Et donc, tout ce qui va nous intéresser, du coup, ensemble, ça n'est pas évidemment de l'amener à accepter cet héritage, mais comprendre pourquoi il n'en veut pas. Et va nous venir cette phrase fameuse de « vous êtes pourri gâté ». Et finalement, ce qui va émerger, c'est que d'un côté, eh bien, Thomas ne veut pas de cet héritage parce qu'il ne s'y reconnaît pas, ou il ne s'y reconnaît plus. Parce qu'il trouve que finalement, il n'y a pas tant de cohérence que ça dans les valeurs et dans le discours de ses parents. Et aussi parce que finalement, il n'a pas envie d'être comme eux. Il n'a pas envie finalement d'avoir lui aussi une partie, à la fois il ne veut pas finalement réaliser cette prophétie de celui qui est gâté, qui est nanti, et en même temps il s'est tellement construit par opposition avec des valeurs dites alternatives qu'il envisage même de donner cet héritage à des associations. Or, ce qui va là encore émerger et qui va être la direction qu'a pris aujourd'hui le travail, c'est pour ça qu'au-delà de la confidentialité, je ne pourrais vous en dire pas plus. C'est que
La question que nous pose Thomas, et qui est une question que je vous pose peut-être pour après, c'est peut-on vraiment, parce qu'on refuse l'héritage, peut-on vraiment ne plus être le fils de ses enfants, de ses parents? Très joli lapsus. Peut-on ne pas être l'enfant de ses parents? Tout comme justement, il ne faut surtout pas être le parent de ses enfants. Voilà, le parent de ses parents. Donc voilà la question en tout cas que pose le cas de Thomas. Est-ce que cela suffit? Est-ce que cette posture, elle suffit? Et quels en sont les enjeux finalement? Qu'est-ce que ça changerait s'il ne le faisait pas? La deuxième personne dont je vais vous exposer l'histoire, alors là aussi c'est intéressant avec l'actualité, vous voyez comme c'est beau, comme l'histoire elle se tisse toujours dans l'invisible, et là ça fait un peu écho à l'intervention de notre cher Frédéric tout à l'heure avec le chamanisme. Je vais vous parler de Pierre, et là aussi si j'ai choisi ce prénom, c'est pour deux raisons. Alors Pierre est celui sur lequel, là encore pour les chrétiens, se construirait l'Église. Pierre c'est aussi finalement le nom d'un tsar d'Europe de l'Est. Et vous verrez que l'histoire a des rapports avec ça. Donc au départ, Pierre est quelqu'un qui ressemble un peu à Thomas, c'est-à-dire que c'est aussi quelqu'un qui peut être perçu comme un fils de bonne famille, des parents plutôt profil cadre dans son cas, avec de l'argent. Et cet homme-là, ils ont tous les deux la trentaine, j'ai oublié de le préciser. Et cet homme-là, quand il a eu à peu près 17 ans, au dernier moment, il a refusé de passer son bac. Et il a tout arrêté et il est parti parcourir le monde sans rien. Pendant plusieurs années. Et puis maintenant, il vit dans des environnements dits alternatifs, plus ou moins communautaires. Avec une quête désespérée d'acceptation et toujours ce problème de « j'aimerais tellement être comme mes amis qui sont fils d'ouvriers ou fils de paysans », sauf qu'il y a toujours quelque chose qui le renvoie au fait que il n'est pas de ce milieu-là. Et même si les gens peuvent l'accepter affectivement, il y a toujours une espèce de barrière invisible ou de différence qui le heurte beaucoup. Pierre est en recherche identitaire. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'au début, il va venir plutôt en lien avec des difficultés affectives. C'est un petit peu compliqué pour lui, ses relations avec les femmes. Il est toujours un petit peu dans l'angoisse de la fusion, arrive à trouver... J'étais justement en train de parler d'intrusion potentielle. Vous voyez encore une fois comme la vie est magique. Donc c'est ce problème de distance et de frontières qui au départ amène Pierre. Et un jour, Pierre, qui évidemment ne me connaît pas, connaît peu de choses finalement de moi, même si je peux m'autoriser parfois dans la posture à laisser en tout cas effleurer une certaine singularité ou humanité, il va arriver avec un récit incroyable. Il va me dire, voilà, alors il est très en colère contre son père, là encore une histoire d'incohérence, ce type hyper laïque, hyper républicain, et qui là maintenant se plonge dans l'histoire familiale, et, coup de théâtre, qu'est-ce qu'il découvre? Un grand-père ou un arrière-grand-père d'Europe de l'Est qui a fui les pogroms, qui était juif, et qui est arrivé en France à transformer son nom. C'est d'autant plus incroyable que, évidemment, je ne peux pas vous donner le nom de Pierre, ni même le transformer, parce que ça serait compliqué de trouver un équivalent. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ce nom qui a été francisé, pour la tradition juive, ça n'est pas rien, puisqu'il correspond à une certaine frange. Oui, pardon, je vois Jean-Claude, oui. C'est l'écoute. Il s'appelait Simon. Shimon. C'est l'écoute, l'entente. Et en grec, qu'efface. Sur toi, je construirai mon temple. Absolument. Donc, en tout cas, voilà, ce nom. Donc, ce jeune homme, oui, c'est quand même un jeune homme, il a des choses de très juvéniles. Il est très décontenancé de tout ça. Il me dit surtout, mais moi, je ne sais pas quoi en faire. Et là, nous revient quand même quelque chose qui est venu très régulièrement dans le travail ensemble. C'est qu'il avait le fameux grand-père, qui était devenu très français, dont il ne savait rien. Et bien ce monsieur, quand il était petit, disait tout le temps, en parlant de Pierre, lui c'est l'héritier. Et il n'a jamais compris cette phrase. Alors on a beaucoup, alors évidemment moi ça me mettait aussi dans une position assez intéressante et particulière, qui était, je ne peux pas faire comme si je ne connaissais pas la tradition dont il me parle, en même temps, je ne peux pas non plus lui dire combien je connais cette tradition dont il me parle.
Donc on a essayé un petit peu de trouver des chemins ensemble, même si je pense qu'il a deviné, mais en tout cas ce n'était pas l'espace pour en parler. Et là, ce qui va être donc très intéressant, c'est cette question qu'il apporte. Qu'est-ce que je vais en faire? Son père, lui, toujours aussi anti-religieux, va se réapproprier ou s'intéresser, interroger cette histoire familiale et ses péripéties à travers les faits historiques et ses périples. Sa tante, que tout le monde prend un petit peu pour, comment pourrais-je dire ça, une bienheureuse. J'essaie de ne pas trouver un mot trop péjoratif, parce que je trouve ça dommage, mais voilà, tout le monde la voit un petit peu candide. Elle va se tourner vers la mystique. Et elle va s'engager beaucoup dans du travail social. Alors il ne sait pas où elle en est, il ne l'interroge pas, il sait jusque-là, elle s'intéresse un peu à ces choses-là. Peut-être que c'est elle rapprochée du consistoire ou autre, on ne sait pas, mais en tout cas elle va aller chercher de ce côté-là les racines de cette famille. Parce que elle, c'est à cet endroit-là que ça lui parle. Alors je vais demander à Pierre, et vous? Parce que je lui dis, savez-vous que dans cette tradition, qui serait celle de vos ancêtres, que cela vous plaise ou non, un juif est un juif. Donc même si vous ne le saviez pas, même si vous ne le voulez pas, en tout cas pour le peuple duquel faisait partie une partie de votre famille, vous êtes quand même un membre du groupe. Alors vous avez le droit de ne pas le prendre, cet héritage, de ne pas y aller, mais si à un moment donné, parce que ça fait quand même malgré tout partie de votre histoire, il y a plein de moyens d'y aller. Et là où nous en sommes aujourd'hui, eh bien, ça a été que pour le moment, peut-être que des pistes qui s'ouvraient à Pierre, puisque Pierre est musicien, donc Pierre est d'Europe de l'Est, Pierre est musicien, Pierre s'intéresse à la spiritualité. On s'est arrêté sur le fait que peut-être il pourrait aller voir, du côté de la musique klezmer, si quelque chose parle à son cœur ou à son âme, ce qui résonnerait vraiment avec la sensibilité aussi de ses ancêtres, pour ceux parmi vous qui connaîtraient un petit peu. Et pourquoi pas aller voir aussi du côté de la Kabbale, ou d'autres aspects, si quelque chose, là encore une fois, parle à ses émotions ou à sa sensibilité, puisque pour le moment, c'est de ça qu'il serait question. Et là, la question que nous pose Pierre, c'est, lorsqu'il n'y a pas possibilité de se souvenir, est-ce qu'il est possible de garder quelque chose? Ou comment garder quand on n'a pas de souvenirs, quand on n'a pas les éléments transmis? Troisième personne dont je vais vous parler, en même temps, je ne sais pas combien de temps il me reste. Ah ben super, je voudrais quand même avoir des échanges avec vous. Oui, un quart d'heure. Bon ben super. La troisième, eh bien, c'est un cas très intéressant qui là pour le coup n'est pas un cas rencontré en libéral, c'est un cas rencontré et très récent, donc je ne vais pas pouvoir en dire grand-chose, mais le peu que je voulais quand même vous en dire, c'est par rapport à ce sur quoi ça ouvre, hein, et vous allez comprendre pourquoi. Je suis donc dans le contexte institutionnel avec un collègue et nous accueillons, puisque pour ceux parmi vous, celles et ceux parmi vous qui travaillent en institution, vous savez certainement que très souvent, en tout cas pour ce qui est des CMP adolescents ou enfants, les endroits en lesquels je travaille, on travaille en binôme, on accueille les familles, on est deux, on n'est jamais seul. Donc je suis avec mon binôme et nous recevons un jeune homme qui a, je crois, 13 ou 14 ans, qui s'appelle Karl. Et Karl est un jeune garçon transgenre, c'est-à-dire qu'il est né fille, il est né Flore, mais en fait, aujourd'hui, il se sent Karl et il vient nous voir, bon, certainement en lien avec ça, mais il ne sait pas vraiment finalement quelle est sa demande. Ce qui est certain, c'est qu'il est accompagné de sa maman, qui à la fois est pleine de bonne volonté, se pose, nous semble-t-il, de bonnes questions, essaye d'être le plus ouverte possible, et en même temps a la grande honnêteté pour elle, pour son enfant et pour nous, de dire qu'elle se sent dépassée et qu'elle est chamboulée. Et ce qui la chamboule le plus, et c'est aussi ce qui chamboule le père de Karl, c'est d'une part parce qu'il y a eu un enfant précédemment qui est mort, enfin pas mort-né, mais qui est mort nourrisson, et qui était, je crois, une petite fille de mémoire. Et parce que, et c'est là c'est plus le papa qui porte ça, si Flore devient Karl, alors c'est tout un pan de l'histoire qui n'existe plus. Au-delà de l'enfant rêvé ou de l'enfant fantasmé, de l'enfant sur lequel on projette, mais c'est aussi l'enfant qui était porteur de quelque chose. Et là encore, j'ai choisi les pseudonymes vraiment, pas pour rien, Flore, la fleur, quelque chose de très féminin, et Karl, là aussi, qui pourrait nous renvoyer, pourquoi pas, à une certaine forme d'autorité ou de souveraineté. Et l'histoire pourrait s'arrêter là, sauf qu'un mois après, eh bien, nous recevons à nouveau Karl, et cette fois,
Karl n'est plus tout à fait Karl. Karl, c'est un peu, je pourrais dire, florisé. C'est-à-dire que nous voyons arriver finalement une jeune fille un peu androgyne. Elle a toujours ses cheveux courts, elle a toujours des vêtements qui pourraient être un peu garçons, sauf qu'aujourd'hui sa poitrine n'est pas bandée. Alors nous sommes un petit peu, évidemment, nous nous regardons discrètement avec mon collègue, là, de dire « Ah, tiens, quelque chose a changé ». Nous-mêmes avions été un petit peu interpellés par la séance précédente, puisqu'au départ on voit arriver Karl, on se dit « Oui, ben voilà un jeune pour qui cela semble évident et notre travail va être alors d'accompagner cette transformation ». Et en même temps, la fin de l'entretien et cette histoire familiale nous avait fait douter. Est-ce que finalement, Karl, c'est vraiment le désir de Flore? On ne sait pas. Et donc, à ce moment-là, Karl nous dit donc, non, finalement, je suis Flore. Je m'aperçois que Karl, c'était une identité qui masquait en fait une vraie interrogation, mais qui serait d'un autre ordre. Et à ce stade, pour le moment, nous n'en savons pas plus. Et du coup, eh bien, l'avenir nous dira finalement quelle est la direction que va prendre cet accompagnement. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est pour ça que je voulais vous parler de Flore Karl aujourd'hui, eh bien, c'est l'idée que changer d'identité, ça pose la question aussi du rapport à la transmission, d'une manière différente de celle qu'on a vue avant. Premier cas de figure, j'en veux pas. Le deuxième, je ne sais pas si j'en veux ou j'en veux pas, parce que je ne sais pas ce que c'est. Et là, le troisième, en fait, au départ, je ne me pose pas du tout la question, je suis peut-être trop jeune pour me poser la question. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de tout changer, j'ai envie de faire table rase. Il y a quelque chose qui est trop difficile dans ce que j'ai vécu jusqu'à présent. Donc je veux finalement muer, je veux devenir quelqu'un d'autre. Et du coup, se pose la question, si je ne veux pas me souvenir, qu'est-ce que je vais garder? Et si je ne garde pas, est-ce que je ne vais pas perdre le souvenir? Enfin, la dernière chose aussi que posent ces questionnements-là, et plus particulièrement cette dernière situation, eh bien, je vous renverrai pour ceux et celles qui connaissent les travaux de Racamier, en tout cas ses interrogations et son travail autour de ce qu'il a appelé l'incestuel, mais l'incestuel pour lui est ce qui peut ouvrir, dans le pire des cas, vers des constructions ou des mécanismes de perversion. Et la perversion, encore une fois chez Racamier, je précise, eh bien, elle est en lien avec le fait de ne pas savoir qui l'on est. Je ne suis pas défusionnée, je ne suis pas différenciée. Et le fait de ne pas être différenciée face à quelqu'un avec qui je suis en fusion, de manière caricaturale, le petit enfant avec la maman, dans la plupart des cas à l'époque, aujourd'hui je pense que ce serait plus complexe, mais fait que je suis dans quelque chose où je ne sais pas qui je suis, et en même temps, quand j'essaye d'être moi, l'autre n'a peut-être pas envie de me laisser me différencier, et a tendance à discréditer ma subjectivité. C'est ça, ce que Racamier va appeler la perversion. Mais l'autre point issu le corollaire de tout ça qui va m'intéresser par rapport à la situation du changement comme ça d'identité, eh bien, c'est le fait que finalement ne pas garder, ne pas se souvenir et choisir sa propre identité, c'est aussi le risque de l'auto-engendrement. Et en tant que psychanalyste, là encore, je n'ai pas la réponse et je ne veux surtout pas mettre de jugement dessus. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que dans ces postures que l'on entend de plus en plus fréquemment, qui sont, en tout cas qui ouvrent vers beaucoup de discussions aujourd'hui, eh bien se pose la question à travers cet auto-engendrement de ce qui se passera si nos repères, notamment nos repères oedipiens de la génération et de la différenciation sexuelle, si ces repères-là sont abolis, alors qu'est-ce qu'il va y avoir et comment allons-nous les construire? C'est là-dessus que je vais m'arrêter.